Le premier référendum, les enseignants étaient très engagés dans le PQ, très engagés dans le référendum. C'est pour ça qu'ils ont vécu aussi durement les lois spéciales du début des années 80, parce que pour eux, ils avaient mis tous leurs espoirs dans ce parti-là, et voilà que ce parti-là, unilatéralement, venait enlever leurs conditions de travail, les pénaliser, couper leur salaire, les matraquer avec des lois spéciales. Alors, ils ont trouvé ça épouvantable. Il y a eu toute une période où ils se sont gardés bien loin de l'action politique. Ils étaient très sceptiques par rapport à l'engagement derrière une cause politique. Au début, avec l'arrivée du PQ dans les années 90 et le référendum de 1995, il y a eu un certain rapprochement de l'action politique, mais qui s'était amorcé au moment de la commission Bélanger-Campeau. Monsieur Bourassa avait mis sur pied la commission Bélanger-Campeau et il avait mis sur pied une commission qui était mixte, c'est-à-dire c'était pas une commission parlementaire formée seulement de députés. C'était une commission dans laquelle on retrouvait des acteurs de la société civile. Alors, il y avait des représentants de l'entreprise, mais il y avait aussi des représentants du monde syndical. Et les instances de la CEQ m'avaient autorisé à siéger à la commission Bélanger-Campeau. Donc, ça a été un premier geste, je dirais, de réappropriation de l'action politique par les membres de la centrale qui ont accepté que leur présidente participe aux travaux de la commission Bélanger-Campeau. Après ça est arrivée l'élection du Parti québécois avec M. Parizeau, l'annonce d'un nouveau référendum. Et là, les membres de la centrale sont allés un petit peu plus loin. Ils ont accepté que les centrales syndicales se regroupent dans ce qu'on appelait les partenaires pour la souveraineté. Alors, et ça a été un rapprochement encore d'une certaine façon de l'action politique. Maintenant, on sait comment le référendum s'est terminé, grande déception. Et là, M. Bouchard arrive avec son discours d'austérité. Alors, encore une fois, l'histoire se répète. On va faire une loi spéciale, on va couper vos salaires. Bon, alors, dans ce cas-là, on coupait les salaires, on mettait à pied, ainsi de suite. Et finalement, les organisations syndicales, pas juste la CEQ, mais aussi la FTQ, la CSN, on s'est dit, là, une loi spéciale qui coupe les salaires, qui met du monde à pied, ça n'a pas de bon sens. Il faut arriver avec une contre-proposition. Et c'est les centrales syndicales qui sont arrivées avec la proposition de faire un programme de départ anticipé à la retraite. Nous étions convaincus que plus de monde était prêt à partir à la retraite que le nombre de postes que le gouvernement voulait couper, et en plus, ça nous évitait de faire face à une coupure des salaires pour tout le monde. Et on a négocié ce plan de départ à la retraite. Je ne dirais pas que c'était le règlement dont il faut être le plus fier, mais parce que c'était une lutte défensive. On a gagné quelque chose pour empêcher le pire. Que pouvions-nous opposer à une volonté du gouvernement d'adopter une loi spéciale, de couper des postes, de couper des salaires? On n'avait rien d'autre à opposer que de faire une proposition sensée. Le seul problème qui s'est passé, je pense, et c'est un problème, mais ça illustre quel était l'état de morosité, c'est qu'on ne s'attendait pas à autant de personnes qui se prévaudraient du droit de départ à la retraite. On s'entendait, oui, des gens proches de leur retraite qui décideraient de partir 1 an, 2 ans avant. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel nombre de personnes qui veulent s'en prévaloir, surtout dans le secteur hospitalier. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que les conditions étaient rendues invivables. C'est ça que ça nous dit. Ça nous dit pas que l'idée d'un départ à la retraite était mauvais. Ça nous dit que les gens étaient tellement épuisés, tellement écœurés des conditions de travail qu'ils étaient prêts à partir avec une retraite réduite parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors, on a beaucoup parlé de « ils sont partis à la retraite, puis ils ont vidé des secteurs, puis c'est bien terrible ». Il y a personne qui s'est demandé quel message ça envoyait, ça. Et le message ça envoyait, c'est que les gens n'en pouvaient plus. Alors,
On a fait ce qu'on pouvait faire dans le contexte. Je pense qu'on a au moins échappé à des coupures de poste, à des coupures de salaire, et on a permis à des gens qui étaient épuisés de toute façon de pouvoir partir à la retraite, au moins la tête tranquille, en se disant bon ben là j'ai fini de m'épuiser dans un métier, dans une profession qui ne m'apporte plus de gratification. Pour moi, le français, ça a toujours été important. D'abord, c'est une question d'identité, je crois. C'est intimement lié à ce que nous sommes. On n'est pas des Français en Europe avec un environnement multilingue. On est des Français dans un environnement qui est essentiellement anglophone. Ça a forgé notre identité, ça a forgé notre rapport au monde. Donc, pour moi, c'était très important. Et rapidement, j'ai été sensibilisée à l'aspect politique de ça avec la loi 63 qui donnait le libre choix de l'enseignement en anglais. Et dès ce moment-là, les enseignants ont été très engagés dans la lutte contre la loi 63. Et moi, j'ai été partie prenante de cette lutte-là. Et j'étais donc très satisfaite quand la loi 101 est arrivée et on a institué la loi, le français comme langue du travail, langue des tribunaux, langue de l'Assemblée nationale, langue d'enseignement, langue du travail. Pour moi, c'était une avancée spectaculaire. Mais il faut savoir que la loi 101, dès le début, a été taillée en brèche. En fait, chaque fois que la loi 101 a été portée devant les tribunaux, elle a perdu des plumes. On a commencé par perdre des plumes sur la loi de la langue de l'Assemblée nationale. La Cour suprême nous obligeait à ce que les lois soient adoptées dans les deux langues. Après ça, on l'a perdu devant les tribunaux. Ça ne pouvait plus être la loi du tribunal parce qu'on a dit, les deux langues officielles. Alors, devant les tribunaux, les gens pourront choisir la langue de leur choix. On l'a perdu sur la langue d'enseignement où il y a eu des reculs. On l'a perdu sur la langue d'affichage. Là aussi, il y a eu des reculs. Le seul endroit où on n'a pas eu de recul vraiment, mais c'est parce qu'on ne l'a pas contesté, c'est sur la langue de travail. Puis à mon avis, elle n'a pas été contestée devant les tribunaux parce que la partie la plus faible de la loi 101, ça a toujours été la partie qui a traité de la langue du travail. Alors, on n'a pas eu vraiment de recul là-bas sur ce dossier-là parce que c'était un dossier qui était plus faible déjà que les autres aspects de la loi 101. Et donc, l'Alliance a toujours été très engagée dans le mouvement Québec français. Pourquoi? Parce que c'est à Montréal qu'on reçoit la majorité des immigrants. Alors, très vite, nous avons été conscients de ce que ça représentait que les enfants d'immigrants puissent aller à l'école anglaise. Il y avait eu la crise de Saint-Léonard, où justement, une commission scolaire francophone, et par le choix des enfants d'immigrants, se retrouvait à être majoritairement avec des écoles anglophones. Ça a eu un rayonnement que ce dossier-là à Saint-Léonard. Ça se vivait à Montréal aussi de voir les enfants immigrants se diriger plus à l'école anglaise qu'à l'école française. Et quand la loi 101 a été adoptée, donc le monde de l'enseignement à Montréal, on était tout à fait d'accord avec ces dispositions-là. Mais comme la loi a été contestée régulièrement, à chaque fois qu'il y avait une contestation de la loi 101 pour les dispositions relatives à la langue d'enseignement, l'Alliance était au jeu sur cette question-là, parce que nous, on voyait bien ce que ça voulait dire s'il y avait la loi du libre choix qui s'opposait dans la langue d'enseignement. Alors, comme j'étais présidente de l'Alliance, j'ai été associée à ces luttes-là, et c'est comme ça que je me suis fait connaître, dans le fond, comme une de celles qui défendait les dispositions relatives à la langue d'enseignement dans la loi 101. C'est le contexte, je dirais l'élément révélateur, parce que l'Alliance était le syndicat dont les membres étaient le plus confrontés aux impacts de la langue d'enseignement, parce que les immigrants s'installent à 80% à Montréal à l'époque. Pour les membres à l'Alliance, oui, j'étais une femme de gauche. Quand j'arrivais à la centrale, je n'étais pas nécessairement une femme de gauche sur toutes les questions.
Alors, sur les questions sociales, sur les questions, sur les questions sociales, sur les questions politiques, j'étais plus associée à la gauche à la CEQ. Mais quand on arrivait sur les questions relatives à la négociation, je n'étais pas perçue comme de gauche. Parce que, pour moi, une négociation, le but ultime, c'est d'essayer d'en arriver à un règlement. Et la gauche à la centrale voyait la négociation comme un processus qui vient pervertir l'action syndicale. Parce que, à un moment donné, ton rapport de force te conduit à vouloir rechercher une entente et à faire des compromis pour arriver à une entente. Et là, pour la gauche dure à la centrale, faire des compromis, ce n'était pas envisageable. Alors, j'étais donc perçue de l'aile gauche quand on était sur les questions politiques et sociales, mais perçue plus à droite quand arrivaient les questions de négociation. Alors, pour ça je dis on est toujours à droite de quelqu'un et à gauche de quelqu'un, mais moi, ça m'a jamais fatigué cela. Pour moi, ce qui était important, c'était d'être représentative des gens qui m'avaient élu, qui m'avaient fait confiance. Alors, j'étais présidente d'un syndicat. Quand j'arrivais à la centrale, je devais représenter leur point de vue. Bien sûr, il arrive des moments où par le débat, tu dis, il m'avait demandé de faire telle chose, mais en considérant l'ensemble du portrait, en regardant les réalités des autres syndicats, je pense qu'il faut faire un pas de plus, puis j'irai leur expliquer ça en assemblée générale. On a cette dualité-là. Il faut à la fois représenter les membres qu'on représente, mais il faut en même temps être le témoin des débats qui se sont faits au palier de la centrale. Il y a une dualité là-dedans, mais ça, moi, je vis bien avec ça. Mais il faut partir avec l'idée qu'on représente des gens. Alors, moi, quand j'arrivais que je représentais les gens, je me posais pas la question, est-ce que ce matin, je suis à gauche ou ce matin, je suis à droite, là? Je me disais, je suis dans la droite ligne de la représentation de mes membres. Et quand je retournais voir mes membres avec des orientations de la centrale, j'étais dans la droite ligne des orientations de la centrale. Et c'est toujours comme ça que je me suis placée, parce que là, je trouve qu'on est sur le terrain de la cohérence et de l'intégrité. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et j'ai des militants de gauche que j'ai côtoyés à la centrale, puis qui ont fini cadre dans des commissions scolaires. Puis moi, j'étais à droite, supposément, mais j'ai fini comme syndicaliste. Alors, vous savez, les parcours, des fois, ils sont faits de toutes sortes d'aléas. Et je trouve que des fois, on s'enferme dans les étiquettes en disant telle personne est à gauche, telle personne est à droite. Plus souvent qu'autrement, les gens sont un peu plus à gauche sur certaines questions, un peu plus à droite sur d'autres questions. Et ça, c'est leur parcours de vie. On n'est pas des machines, on n'est pas programmés pour être toujours à gauche ou toujours à droite. On y va selon nos sensibilités, notre parcours personnel qui nous influence, les personnes qu'on côtoie, la nature des dossiers. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit capable de dire d'une personne, elle a été cohérente et elle a été intègre. Et c'est pour ça que le débat gauche-droite m'a toujours laissé assez froide, puis je me consolais en me disant, je suis à gauche d'un tel, je suis à droite de l'autre. Puis sur un autre dossier, ça sera le contraire. La CEQ a d'abord été une corporation d'enseignants, donc il n'y avait que des enseignants. Assez rapidement, à l'époque d'Yvon Charbonneau, on a commencé à aller chercher des éducateurs dans les centres jeunesse, parce que ça avait d'abord été ce qu'on appelle des écoles de réforme. C'est devenu des centres jeunesse, donc c'était un peu naturel d'aller chercher les éducateurs dans ces centres jeunesse. Après ça, on a continué le développement, toujours sous l'époque d'Yvon Charbonneau, avec le personnel de soutien et les professionnels. Mais on est toujours dans le monde de l'enseignement. Ce qui fait que la CEQ a d'abord été la corporation des enseignants du Québec. Ça, c'est à l'époque de la Liberté. C'est devenu après la centrale de l'enseignement du Québec, parce qu'il n'y avait pas que des enseignants, mais des corps de métier ou des professions qui étaient associées à l'enseignement ou à l'éducation, en tout cas.
Quand on est allé chercher des gens dans les garderies, des gens dans le secteur de la santé, bien sûr, les gens qui sont employés généraux dans un hôpital ou qui sont infirmières ou qui sont dans une garderie ou qui travaillent dans les loisirs ou qui travaillent dans les communications, centrale de l'enseignement, là, ça les fatigue un peu. Ils sentent un peu, le costume est un peu étroit pour les accommoder. Alors donc, la question du nom de la centrale a commencé à se poser. Parce que les gens disaient, nous, on arrive dans une centrale, on est bien dans cette centrale-là, on sent qu'il y a une place pour nous, mais le nom ne reflète pas la diversité de la centrale, ne reflète pas ce qu'elle est devenue. Par ailleurs, les enseignants, c'était presque tourner une page d'histoire que de renoncer au nom, parce que pour eux, ça avait d'abord été la corporation des instituteurs, la corporation des enseignants, puis là, la centrale de l'enseignement, et changer de nom, c'était un peu comme de renoncer à une identité. Donc, c'était un débat qui a dû s'étaler sur quelques années parce qu'il fallait vraiment tenir compte de ces deux éléments-là. Et finalement, c'est au congrès de 2000 qu'on a fait le changement de nom de CEQ à CSQ. Alors, le débat s'était amorcé pendant que j'étais à la présidence. J'ai été là en 97. Le débat s'est amorcé et s'est complété au congrès de 2000. Et donc, comme présidente de la centrale, j'ai initié le débat entre 97 et 99, mais je l'ai concrétisé comme directrice des communications parce que là, c'est moi, dans ce poste-là, à ce moment-là, qui a travaillé plus spécifiquement sur que pourrait être le nouveau nom, quel devrait être le nouveau logo de la centrale. Et c'est moi qui avais organisé la fête au Congrès quand on a voté le changement de nom. Les ballons étaient tombés du plafond, il y a eu une farandole. Alors, toute cette fête-là pour le changement de nom, c'est moi qui l'ai organisée comme directrice des communications et responsable du Congrès. Alors, c'est un débat qui m'a suivi pendant toute ma présidence parce que la diversité s'est implantée pendant toute ma présidence, qui a initié le débat sur le terrain politique, je dirais, mais qui l'a complété sur le terrain organisationnel. Donc, oui, c'est un élément, la diversité de la centrale, sans qu'elle perde sa cohésion. Ça a été un enjeu très important pendant les 11 années de ma présidence. Quand on parle du deuxième front, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que toutes les organisations patronales ont aussi un deuxième front. Le Conseil du patronat, il ne parle pas que du rendement de ces entreprises. Il intervient sur nombre de questions à caractère social et politique. Et souvent, quand on arrive pour parler des syndicats et de l'action des syndicats, certains vont dire « Ah, mais ça, c'est pas un champ légitime pour les syndicats. Ils devraient se concentrer sur les relations de travail et ne pas déborder sur d'autres aspects. » Et moi, j'ai toujours répondu « Quand il y a une joute qui se joue, on joue comme les autres. » Puis si le Conseil du patronat parle des médicaments, puis parle de l'assurance santé, puis parle de l'investissement économique, et puis parle de l'éducation, puis parle des soins de santé, je ne vois pas pourquoi, comme syndicat, on s'empêcherait de le faire. Alors j'ai toujours été tenante du fait de dire qu'une organisation, comme une organisation syndicale qui représente des milliers de membres, mais qui est un acteur corporatif dans une société, pourquoi on se priverait d'aborder certaines questions? Ça ne fait pas que tous les membres pensent comme leur centrale, comme ça ne fait pas que tous les patrons pensent comme le président du Conseil du patronat. Mais il y a des doubles dynamiques dans les sociétés. Il y a la dynamique qui est portée par les individus, mais il y a une dynamique qui est portée par les corps constitués. Et je pense qu'il faut jouer pleinement ce rôle-là quand on est une organisation, une corporation, une entité, un corps constitué qui a à contribuer au débat public. Donc, j'ai toujours été tenante de cette approche-là. C'est là que pour certains, j'étais à gauche. Bon. Alors, deuxièmement,
On l'oublie, mais la CEQ a d'abord été une corporation. Elle a d'abord été essentiellement centrée sur les questions éducatives, les questions pédagogiques et bien sûr les conditions de travail immédiates. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre identité. Alors la centrale a toujours présenté l'action syndicale comme devant occuper 3 fronts. L'action revendicative, on revendique nos conditions de travail, on négocie nos conditions de travail, on défend nos conditions de travail. L'action professionnelle, là, on est sur le terrain de l'éducation, des conditions de pratique du métier, on intervient sur les programmes, on intervient sur la finalité de l'école. Et 3e front, l'action socio-politique, les grands enjeux sociaux et politiques. Et je crois que l'action syndicale qui se nourrit de ces 3 facettes est l'action syndicale, à mon sens, qui est la plus complète. Parce qu'une personne évolue dans son métier par les conditions de travail qu'elle a, par la pratique de son métier, mais elle est aussi influencée par les grands enjeux sociaux et politiques. On n'est pas des êtres désincarnés qui ne vivent que du social ou qui ne vivent que des conditions de travail ou qui ne vivent que des enjeux de pratique du métier. Une personne, c'est tout ça. Et je trouve donc tout à fait légitime, en plus que d'être légitime parce que les autres le font, mais de le faire aussi en toute légitimité parce que les personnes sont soumises à ces 3 axes de force et c'est tout à fait normal que comme centrale syndicale, on intervienne sur ces questions. Alors c'est toujours la conception du mouvement syndical ou de l'action syndicale que j'ai défendue. Moi, comme enseignante, je voulais que mon syndicat défende mes conditions de travail. Je voulais qu'il se préoccupe de ce que c'est l'école, puis ce que c'est les programmes, puis ce que c'est les pratiques. Mais j'étais d'accord qu'il négocie des congés maternité puis qu'il parle de la place des femmes dans la société. C'est un simple exemple, mais qui montre bien ces 3 facettes-là qu'à mon avis, on doit porter comme mouvement syndical. C'est comme ça que j'ai toujours vu l'action syndicale, c'est comme ça que je l'ai pratiquée et c'est dans ce modèle-là que je crois encore aujourd'hui. Je voudrais pas parler au passé puis dire que j'ai eu une belle vie. J'ai une belle vie. Parce que c'est une vie qui est pleine, qui est remplie. Moi, je dis toujours que dans la vie, on peut pas se contenter d'être des spectateurs. On peut pas être simplement assis puis regarder passer la parade. Il faut apporter sa contribution à l'avancement de notre société, au développement de nos familles, au développement de nos communautés. Chaque personne choisit son chemin pour le faire. Il y a des gens qui vont le faire par l'action bénévole, il y en a qui vont le faire par l'engagement politique, il y en a qui vont le faire par l'action communautaire, il y en a qui vont le faire par le féminisme, d'autres par le syndicalisme. Ça n'a pas d'importance le chemin qu'on prend, mais je pense que c'est important d'être partie prenante du monde dans lequel on vit. Et être partie prenante, c'est justement ne pas se contenter d'être un spectateur qui critique, mais de dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution? Et dans ce sens-là, j'ai eu une belle vie parce que je l'ai fait quand j'étais élève à l'école primaire, puis que j'étais ma présidente de classe. Je l'ai fait quand j'étais dans mon école secondaire, puis que j'étais au comité étudiant. Je l'ai fait quand j'étais enseignante, puis que j'étais présidente des enseignants au comité de parents, ou que j'étais déléguée syndicale, ou après ça, quand je suis devenue représentante syndicale. Je l'ai fait par les luttes que j'ai menées, mais je le fais aussi par les gestes bénévoles que j'ai pu poser dans certaines actions humanitaires. Je l'ai fait en prenant soin des gens que j'aime, mais quand on porte un regard là-dessus, on se dit, j'ai eu une belle vie parce qu'elle est remplie. Elle est remplie parce qu'elle se nourrit de tout ce qui fait la vie, finalement. Elle se nourrit des liens avec les autres, elle se nourrit du fait de croire en certaines choses, puis d'essayer de faire avancer ces valeurs-là. Elle se nourrit de l'ouverture, parce que quand on est avec d'autres, on s'ouvre à des choses aussi. On n'est pas dans un vase clos, emprisonné dans ses schèmes de pensée. Alors, j'ai 68 ans aujourd'hui et j'ai une belle vie, parce que je suis encore là.
Je suis pas repliée sur moi, dans mon coin. Je suis là où les choses se passent. J'y apporte ce que je suis, ce que je pense, ce en quoi je crois. Et je pense que quand on arrive à un certain âge et qu'on est capable de se dire là, qu'on est là, on est là pour certaines valeurs, on est là pour certains débats, on est là pour les personnes qu'on aime, on est là pour des causes, on est là pour une conception du monde, ben on est vivant. Et ça dit tout.